Après le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire, après la mort de Liana, 11 ans, tuée par un pédophile récidiviste présumé, la France découvre l'ampleur du phénomène de la pédocriminalité. 70 000 plaintes pour viol ou agression sexuelle sur mineurs sont actuellement en attente de traitement, sans compter toutes les victimes qui ont gardé le silence. Justice nulle part, violeurs partout, justice nulle part. Comme lundi dernier, des associations appelaient à manifester ce soir. Elles réclament une loi intégrale qui engloberait la prévention et le traitement judiciaire. La présidente de l'Assemblée nationale souhaite que le texte soit rapidement mis à l'ordre du jour du Parlement pour éviter une nouvelle affaire Liana. Cette affaire, elle a saisi d'effroi la nation. Et ce drame, il faut qu'il puisse être utile, mais nous être utile collectivement. Le débat sur les défaillances judiciaires et la prise en charge des pédocriminels est aujourd'hui relancé. Des candidats à la présidentielle se sont emparés du sujet. Bruno Retailleau préconise d'imposer la castration chimique. Gabriel Attal, lui, estime qu'il faut traiter les prédateurs sexuels comme des terroristes, notamment en les fichant. On a pour le terrorisme évidemment des services de renseignement dédiés. Il faut qu'on ait de la même manière un service de renseignement dédié à la pédocriminalité. Il doit y avoir un suivi qui ne s'arrête jamais. Mais au-delà des sanctions, comment détecter et prévenir les passages à l'acte? Depuis 2021, un numéro d'écoute anonyme et gratuit permet de porter assistance à des personnes attirées par les enfants, comme cet homme qui témoigne. Tous les garde-fous que j'avais mis en place, toutes les barrières, étaient totalement en train de tomber. Et du coup, je sentais que j'allais potentiellement devenir peut-être dangereux. Alors comment repérer et éviter les passages à l'acte? Faut-il renforcer la loi pour sanctionner davantage? De quelle réponse dispose-t-on face aux pédocriminels? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Maître Marie Grimaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste, spécialiste des violences faites aux enfants. Vous êtes l'avocate des parties civiles dans l'affaire Joël Le Squarnec et l'avocate de plusieurs affaires d'agression sexuelle sur mineurs dans le périscolaire. Et vous considérez que les peines appliquées aux pédocriminels ne sont pas à la hauteur de la gravité de leurs actes. Cette réponse pénale, très faible, trop faible, leur donne un sentiment a priori d'impunité ou de toute puissance. À côté de vous, professeur Antoine Pellissolo, bonsoir, psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Vous êtes aussi le premier adjoint au maire de Créteil. Vous avez publié le 19 mai dernier une tribune dans le quotidien du soir Le Monde soulignant la nécessité de lever un tabou anthropologique majeur. Vous allez nous expliquer pourquoi et vous estimez que le plus important est d'éviter les premiers passages à l'acte. Cela suppose de développer une information auprès du grand public pour que les personnes concernées par la pédophilie ose en parler à un professionnel. Et à côté de vous, Laetitia Onona, bonsoir. Bonsoir. Documentariste, spécialiste du traitement judiciaire des violences sexuelles. Vous avez réalisé un documentaire pour notre chaîne, oui. Pédocriminel, la traque à retrouver sur la plateforme Arte TV. Et selon vous, pour les individus qui ont une attirance sexuelle pour les enfants, il faut impérativement un traitement au long cours. Il ne peut pas y avoir de réinsertion sans les soins qui vont avec. Mais a priori, c'est un angle mort absolu, on n'en parle pas. Et on démarre avec le mot du jour, oui, Benjamin. Fiche AS pour agresseurs sexuels, c'est la proposition de loi d'Antoine Vermorel, député et vice-président des Républicains, sur le modèle des fiches S contre les personnes représentant une menace pour la sûreté de l'État, notamment la menace terroriste. Maître Marie Grimaud, est-ce que ça vous paraît pertinent, ce nouveau type de fiche AS? Non, c'est un gadget. Et un gadget totalement démagogique. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs systèmes de fichage qui sont prévus par la justice. Ce qui nous manque, c'est du temps et des moyens pour pouvoir les consulter, pour pouvoir mettre en perspective l'ensemble des informations qui existent dans un dossier. Pour expliquer les choses très simplement, aujourd'hui, il existe différents fichiers, le FIJAIS, le TAGE, d'autres fichiers que la police peut avoir. Quand un dossier arrive, c'est pas le premier acte qu'ils vont faire d'aller regarder s'il y a des antécédents ailleurs dans d'autres fichiers. Toute la difficulté, c'est l'impossibilité de prendre en charge réellement, posément, un dossier et faire les actes qu'ils ont l'habitude de faire. C'est toute la difficulté aujourd'hui. Et l'alourdissement des peines, est-ce que c'est nécessaire, puisqu'on évoque justement les c'est nécessaire solutions dans le message que ça donne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire du tout carcéral, mais on ne peut plus accepter des peines avec sursis. Le message n'est pas le bon. Et nous avons trop vu des états de récidive avec, et d'ailleurs notamment concernant M. Le Squarnec, qui a dit en plein procès que la première peine qu'il avait eue, c'était une forme d'encouragement à continuer.
Alors, il y a quelque chose que vous soulevez, Laetitia Onona, c'est la pédocriminalité en ligne. Et je crois que les chiffres et le constat sont absolument affolants. C'est affolant, c'est vertigineux. Ça permet de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène. La pédocriminalité sur Internet, c'est juste l'extension d'un phénomène qui existe depuis très très longtemps. C'est juste l'accessibilité qui est absolument là, très présente, et la normalisation d'un comportement. Ouais. Donc, quand on parle de prévention de pédocriminalité, ça touche aussi cette question-là. C'est que si le corps social ne s'occupe pas des personnes qui sont attirées sexuellement par des enfants, le darknet, les forums Internet vont s'en occuper. Vous dites des dizaines de signalements à la brigade des mineurs de Nanterre par jour, à l'office mineur de Nanterre, c'est 900 par jour. 900 par jour de téléchargement de pédopornographiques. Oui. Enfin, moi, la première fois que je me suis intéressée au sujet, j'ai vu une carte vraiment du téléchargement en temps réel de contenu pédocriminel en France et sur Paris. Et j'ai vu des points rouges s'allumer absolument partout sur la carte. Et c'était un mercredi à 16h. Et ça s'allumait absolument partout. Donc ça, c'est la réalité. Par contre, à l'office mineur, ce sont des policiers, des hommes et des femmes excessivement engagés. Franchement, il faut être très motivé pour faire ça tous les jours et voir le contenu qu'ils regardent tous les jours. Mais ils n'ont pas les moyens de traiter ces signalements. Quand je les ai vus en 2020, ils étaient 15. Aujourd'hui, ils sont 40. Ils devraient être 80. Et professeur Pellissolo, face à ces chiffres absolument vertigineux, comme le dit votre voisine, il y a la tentation pour certains de se faire justice eux-mêmes. Alors de traquer eux-mêmes, mais aussi de se faire justice eux-mêmes. Et là, on est dans une sorte évidemment d'excès. Oui, alors je crois que faire justice, c'est pas à eux-mêmes en général, c'est porter une réponse, alors évidemment complètement inadaptée, mais sûrement par défaut, parce qu'il n'y a pas la réponse qu'il faudrait de la société et des pouvoirs publics. Mais c'est dénoncer publiquement, c'est traquer en ligne, ça a quand même des conséquences. Oui, mais alors que les personnes victimes de près ou de loin aient ces envies-là, on peut comprendre. Par contre, la société elle-même doit être structurée, évidemment, et ça ne peut pas être des réponses individuelles. Alors, puisqu'on parle des propositions pour remédier à ce fléau, en voilà une, la castration chimique. Écoutez Bruno Retailleau, le président des Républicains. Il faut changer de politique pénale. On sait parfaitement qu'il y a des individus les plus dangereux qui ont des pulsions qui sont irrépressibles et qui sont incurables. Donc, à leur sortie de prison, on peut les retenir, mais comme on ne peut pas, en France, toute une vie mettre quelqu'un en prison, alors ils vont recommencer. Ça n'est plus possible. Pour ces individus-là, évidemment, sous le contrôle du juge, je propose la castration chimique obligatoire sous contrainte. Professeur Pellissolo, aujourd'hui, c'est une démarche volontaire. Faut-il que ce soit obligatoire, la castration chimique ? Alors déjà, vraiment les simplifications, on les voit tout de suite, et très démagogiques aussi. La castration, déjà, c'est pas le terme, parce qu'on a des traitements, c'est des médicaments au départ, des molécules qui inhibent la libido. Oui. Alors il y a plusieurs, d'ailleurs, familles de médicaments, mais ceux que je pense, c'est ceux qui inhibent la testostérone. Il n'y a pas que ceux-là, encore une fois. Et ce sont normalement des prescriptions qui se suivent, c'est pas une fois pour toutes, c'est le temps qu'on prend le traitement. Et prendre un traitement contre son gré, nous on connaît, parce qu'en psychiatrie ça arrive qu'on le fasse, mais c'est dans des conditions très particulières, et c'est évidemment pas un juge et encore moins un homme politique qui va faire cette démarche-là. C'est quelque chose qui doit être accompagné. Ça ne doit être fait que sur la base du volontariat. Alors volontariat, oui, bien sûr, parce que comment faire pour que quelqu'un prenne un médicament s'il ne veut pas le faire ? Vous n'allez pas lui ouvrir la bouche. Enfin, vous voyez, c'est déjà qu'on voit les choses concrètement, c'est absurde. Et puis, de toute façon, il va le prendre une fois, mais il faut le répéter. Donc, il ne pourra pas être derrière tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu sur la prévention de la récidive. Mais ce sont les spécialistes qui peuvent en discuter. Il faut des experts de ça et pas des espèces de slogans à la volée comme ça, castration chimique. Et c'est une combinaison surtout de solutions. C'est une parmi d'autres. Parmi ceux que vous entendez dans les procès, Maître Grimaud, est-ce qu'il y en a qui le réclament, des pédocriminels, des gens qui sont condamnés pour cela ? Oui, par exemple, excusez-moi de revenir à Monsieur Le Squarnec. Monsieur Le Squarnec a dit à plusieurs reprises qu'il aurait aimé qu'on lui propose la castration chimique. À vie, donc, parce que c'est réversible. Oui, là, ça aurait été à vie. Si vous voulez, en fait, c'est très réducteur. Ces politiques vous donnent la sensation qu'il n'existe qu'un type de pédocriminel. Mais en fait, il n'en existe pas qu'un. Concernant Monsieur Le Squarnec, c'est quelqu'un qui a quasiment toutes les paraphilies qui ont été répertoriées par le DSM-5. C'est quoi le DSM-5, pardon ? Qui est la classification psychiatrique internationale. Il les a toutes. Et la pédophilie n'est
qu'un élément parmi, je dirais, ça. Et il a des traits pervers éminemment marqués et que finalement, lui, ça n'aurait aucun effet. Mais vous êtes favorable ou pas sur le principe à une castration chimique ou à des prises d'inhibiteurs de la libido, de la testostérone volontaire? Je ne suis pas favorable à une solution qui est présentée comme la solution pour tous. Je suis favorable à déjà faire entendre que la figure du pédocriminel, elle est multiple, elle est plurielle et que donc elle impose des réponses qui soient plurielles. Vous voulez ajouter des choses et c'est sûr qu'il y a le côté multiple, et ça on ne peut pas le réduire en une phrase. Et puis par ailleurs, quand on dit imposer, il y a déjà une forme d'injonction. Il y a des personnes qui restent incarcérées parce qu'elles refuseraient le traitement. Et donc ça, c'est quand même une façon d'imposer les choses. Et dernier point, quand on connaît un peu ces traitements-là, on sait très bien qu'on ne peut pas les prescrire toute la vie parce qu'ils ont plein d'effets secondaires, notamment qui détruisent les os. Et très souvent, les spécialistes sont obligés de les enlever à un moment donné. Donc la solution magique, elle n'existe pas. Laetitia Ononac, quid de l'imprescriptibilité de ces crimes? Aujourd'hui, en cas de viol sur une mineure de moins de 15 ans, la prescription démarre aux 48 ans de la victime. Est-ce qu'au cours de votre travail, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait aller plus loin ou pas? Oui, enfin, en tout cas, moi, tout ce que j'ai vu avec toutes les victimes, c'est qu'effectivement, les mécanismes traumatiques du viol, la mémoire traumatique, l'amnésie traumatique, fait qu'évidemment, les souvenirs peuvent arriver très très tard dans la vie. Alors évidemment, il y a ce débat entre le droit et la psychiatrie, la psychologie traumatique qui s'opposent parce qu'on dit que plus on tarde et plus la vérité judiciaire est difficile à établir. Il n'empêche qu'on doit pouvoir, pour deux raisons, pour soi-même pouvoir encore porter plainte et pour éventuellement protéger peut-être d'autres victimes et peut-être faire jouer cette prescription glissante aussi qui est très intéressante et établir une sérialité de faits et qui permet de traiter les faits. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait avant. Toutes les personnes qui violent des enfants ne sont pas pédophiles. Ça, c'est très important parce qu'on parlait de traitement chimique. On peut pas expliquez-nous la différence entre pédocriminalité et pédophilie. C'est même pas seulement cette distinction-là, c'est que le fait que c'est difficile par rapport à la littérature, mais on estime à peu près à 40% ceux qui commettent des viols sur les enfants qui sont réellement attirés sexuellement par les enfants. Après, là-dedans, dans le reste, vous allez avoir des personnes qui vont profiter, c'est du viol par opportunité, des personnalités plus psychopathes, sadiques, c'est une minorité, heureusement, mais il va y avoir des rapports de domination et de violence et absolument pas d'attirance sexuelle. Donc là, j'ai envie de dire que le traitement chimique, il ne marche pas. À rien. Il n'est pas adapté. Absolument rien. On va évoquer avec vous trois et avec Anna un dispositif qui s'appelle Stop et un exemple allemand. Oui, Stop, le nom de la ligne d'écoute anonyme qui a été lancée dès 2019 en France à l'initiative des CRIAVS, les centres ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. C'est un dispositif qui permet à des personnes attirées sexuellement par des enfants d'obtenir de l'aide. En 2025, plus de 4500 personnes ont appelé ce numéro, le 0806 23 10 63. C'est l'équivalent de 12 appels par jour, essentiellement des hommes à 90%, qui racontent leurs fantasmes, leurs pensées envahissantes, avec, à l'autre bout du fil, des psychiatres ou des psychologues. À l'issue de cet appel, une prise en charge thérapeutique et ou médicamenteuse leur est proposée, mais elle reste non obligatoire. Et ce dispositif, il s'inspire du modèle allemand Kein Täter werden, ne devenez pas un agresseur en français, qui a été créé il y a déjà plus de 20 ans. Dès 2005, le programme s'est fait connaître avec ce spot qu'on va voir à l'image, Aimez-vous les enfants plus que vous ne le voudriez, qui a été diffusé à la télévision à heure de grande écoute pendant plusieurs années. À partir de 2018, le programme a bénéficié du financement de l'assurance maladie allemande à hauteur de 5 millions d'euros par an et les résultats semblent encourageants. Plus de 2600 personnes ont accepté de suivre une thérapie gratuite. 98% d'entre eux déclarent n'avoir commis aucun nouvel abus sexuel 6 ans après la fin de la prise en charge. Antoine Pellissolo, est-ce que c'est ce qui pêche en France, le manque de moyens, à la fois dans ce qui est mis envers les campagnes de communication, mais aussi dans la prise en charge thérapeutique de ces pédophiles? Absolument. Et ça va ensemble, hein, évidemment, parce que si on arrivait à faire une campagne d'ampleur suffisante pour toucher des personnes qui peuvent être réactifs, il faut pouvoir suivre derrière et donc accueillir ces personnes dans le cadre d'une structure de soins, d'une organisation de soins. Et aujourd'hui, bon, vous connaissez l'état un peu de la psychiatrie en France et des soins en général. Pas assez de moyens, donc... Pas assez de moyens, et évidemment, sur ce secteur-là qui a été complètement délaissé depuis toujours, il faut investir sur cette partie-là en plus, parce qu'il y a évidemment un enjeu majeur qui est celui de la prévention.
le plus en amont possible. Et il y a des personnes pour cela, parce que certaines personnes, on disait tous les criminels ne sont pas pédophiles, et à l'inverse, tous les pédophiles n'ont pas une vocation de criminalité, n'ont pas la perversion, ils peuvent faire malheureusement parfois sauter quelques limites, mais on peut espérer les renforcer. Et même, je pense qu'il y a une digue sociétale, c'était ça un peu le sens de ma tribune, de dire qu'on doit tous se sentir responsables. L'enjeu est anthropologique. Parce que oui, c'est tellement répandu, tout simplement, en termes de fréquence, qu'on ne peut pas dire que ce sont des personnes qui sont hors de la société, hors de moi. Et donc on doit tous se sentir, évidemment pas coupables, heureusement, mais responsables de ce qui est fait dans la société pour que les personnes qui passent à l'acte puissent se dire, mais c'est un interdit moral et quand même aussi judiciaire, parce que ça, il faut le renforcer aussi. Justement, Marie, là aussi, au regard de votre expérience dans les tribunaux, est-ce que vous avez eu l'impression à plusieurs reprises que la prévention avait péché, qu'elle aurait empêché le passage à l'acte de certains des criminels que vous avez vus face à vous ? Oui et non. Moi, je constate surtout des mises en cause et des accusés de plus en plus jeunes. Voire mineurs. Voire mineurs, et ça va être un autre échange qu'il faudra aborder, même si les auteurs mineurs ne sont pas dans les mêmes dynamiques que les auteurs majeurs. Mais je trouve que la population des mises en cause rajeunit, notamment dans le domaine du périscolaire, où on a des animateurs qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, et qui sont déjà dans des passages à l'acte et avec un nombre de victimes assez conséquent. Et sur plein de choses, avec des jeunes qui sont plus déstructurés, plus isolés socialement. Qui ont été eux-mêmes agressés, éventuellement, et qui reproduisent. Il y a aussi ça. Alors, si tous les agressés ne deviennent pas des agresseurs, la majorité des agresseurs ont été agressés sexuellement eux-mêmes. Donc, mais ce genre de dispositif pourrait les aider, justement, qui ont accès aux réseaux sociaux. Oui, encore une fois, c'est un élément parmi d'autres. Et c'est toute la complexité de ce sujet, c'est qu'il nous demande d'avancer sur tous les fronts. Moi, si je peux me permettre, c'est honteux ce qui se passe sur le plan politique. C'est honteux que de venir délivrer de telles paroles, de telles promesses, parce que c'est pas à la hauteur non seulement des connaissances que nous avons sur le domaine, ce n'est pas à la hauteur de l'ensemble des sujets qui ont été traités, de l'ensemble des documentaires réalisés, de l'ensemble des criaves qui ont été réalisés, et que moi ça me fait craindre, dans quelques mois, une fois que la campagne présidentielle soit passée, ça me fait craindre un effondrement et un regard détourné de ce sujet-là, parce que plus de bénéfices secondaires finalement à l'envisager, et la chute va être brutale, parce que moi j'accompagne des victimes. Il n'y a rien de pire pour des victimes que d'avoir l'espoir d'un plus jamais et d'un autre jour. Si cet espoir est continué à être distillé, qu'il n'est pas rempli, ça va être terrible sociétalement parlant. Laetitia Onana, la prévention, c'est fondamental. C'est ce que disait d'ailleurs le professeur Pellicello dans sa tribune. La réparation, c'est indispensable, mais la prévention est essentielle. Vous êtes d'accord ? La prévention est essentielle et je suis très... Et l'éducation ? Voilà, l'éducation, c'est la base. Chaque fois que j'ai fait un film, que ce soit sur le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux femmes, avec Elle l'a bien cherché pour Arte, un procès d'inceste pour les cours criminels, pédocriminels la traque, à chaque fois, si on dézoome, on en revient toujours à l'éducation. Et si on dézoome, on en revient à l'éducation, à l'hôpital, à la police, à la justice. C'est compliqué à faire admettre par l'opinion publique, parce que dès qu'on parle de cours de vie sexuelle et affective, par exemple, on voit tout ce que ça peut provoquer. Et est-ce que c'est seulement ça, ou est-ce que c'est aussi éducation à la parité, au consentement, au respect, mais en fait, de l'égalité homme-femme? Ça, c'est bien le problème des réseaux sociaux et des fake news. Parce que l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective, c'est avant tout de l'éducation au respect, au consentement, à l'intégrité physique. Ça n'a jamais été les cours à la masturbation, etc. Tout ce qu'on essaie de nous faire croire sur des lobbies anti-éducation à la vie sexuelle. Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter avec ça. C'est essentiel, en fait, d'éduquer les enfants, les filles et les garçons très très tôt, et aussi à parler. En fait, à parler. À un moment donné, il faut que cette société soit en mesure de recueillir cette parole de l'enfant, de l'entendre et de lui apprendre à s'exprimer. Et ne pas vivre dans le secret. Le secret, c'est le premier des warnings absolus pour un enfant. Donc, en fait, il faudrait commencer ça assez tôt. Donc, bien sûr, la prévention très tôt. Et je voulais revenir sur cet angle mort des mineurs auteurs, les auteurs de violences sexuelles. Là, les derniers chiffres, c'est quasiment un tiers. Là, je parle que des affaires judiciarisées. Encore une fois, quand on parle des affaires judiciaires, on est sur un tout petit bout, mais vraiment tout petit bout de la lorgnette. Si on dézoome, on est très très loin du compte. Mais si on prend juste les affaires judiciarisées, un tiers sont mineurs. Ça rajeunit. Les victimes rajeunissent,
Dans pédocriminel, la traque, voilà, on le voit. L'âge des victimes rajeunit, mais l'âge des auteurs aussi. On est toujours sur la figure du monstre. Est-ce qu'on va considérer que les mineurs sont des monstres? Je crois pas. Professeur Pellichot, l'autre volet, c'est la réinsertion tout de même lorsqu'ils sont incarcérés. Comment sont traités ces pédocriminels? Est-ce qu'il y a des soins psychiatriques? Est-ce qu'il y a les professionnels pour ça? Souvent, ils attendent, après avoir été condamnés, de voir un psychologue, mais ça prend énormément de temps. Oui, alors il y a tous les cas de figure aussi, évidemment, mais ça, c'est à peu près tracé. Il y a des prescriptions, des injonctions aux soins. Tout à fait. Et trop de sorties sèches. Alors voilà, le problème majeur, je crois, c'est l'absence d'accompagnement. C'est quand il n'y a pas du tout le suivi socio-judiciaire qui comprend plein de dimensions. La dimension psychologique et médicale, bien sûr, mais aussi comment on va manger, où est-ce qu'on va dormir, comment on va se réinsérer. Et si ce n'est pas le cas, c'est la détresse totale. Et on sait très bien que dans la détresse, des personnes fragiles, elles sont prêtes à tout. Donc il faut vraiment avoir cette vue très complexe. Malheureusement, c'est vrai que c'est complexe. Nous, on est en défaillance, je vous disais. Nous, on est sollicités par plein de gens qui sortent de ces alors, pas que pour la pédocriminalité, mais qui sortent de prison, qui ont une injonction de soins ou une obligation de soins. On leur dit, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc ça, on retombe sur le problème de la pénurie de personnel. D'ailleurs, Maître Grimaud, les victimes, celles que vous défendez, elles ne demandent pas forcément le bannissement de la société. Vous le dites, elles veulent qu'il y ait des soins. C'est ça leur exigence première. Voilà, on est très très loin de la caricature de la victime qui appelle à la peine de mort. On a juste un moment de colère là. Donc évidemment, quand on est en colère, on vient exprimer ce qui peut faire réagir et légitime. Mais moi, j'ai des clients très intelligents qui comprennent qu'une peine a une fin et qu'il faut préparer cette fin. D'ailleurs, dans le procès Le Squarnec, une des colères n'était pas sur le quantum de la peine qui a été prononcée. C'est sur l'absence d'une mise en place d'une mesure de sûreté après la peine. Elle craignait effectivement cette sortie sèche et ça n'a pas été en fait prononcé par la cour criminelle. Donc, ces victimes-là, elles ont l'intelligence de se dire, bon, j'ai vécu ça. Elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de moyens, parce qu'il faut parler aussi de la réparation des victimes, mais elles ont aussi conscience que ces hommes, parfois ces femmes qui commettent ces actes-là, vont sortir et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le plus jamais... Il y a de la récidive. Oui. Qu'est-ce qu'on sait des taux de récidive? Il y en a de la récidive, parce que tout ce que disait le professeur, c'est que l'accompagnement, il ne se fait pas. Maintenant... On a des facteurs prédictifs qui permettent de dire qu'il faut mettre l'accent particulièrement sur, par exemple, les troubles pédophiliques qui concernent que les enfants, avec une forme de sélectivité. Et donc, dans ce cas-là, on peut mettre l'accent dessus parce que ce qu'on a, c'est 20-25% de récidive. C'est quand même énorme. Donc, il faut concentrer les moyens sur cette dimension-là. Laetitia Onana, on peut imaginer de la justice réparatrice dans le cas de ces agressions commises sur des mineurs, éventuellement par des mineurs, ou sinon par des majeurs. J'ai l'impression des freins culturels comme beaucoup qu'on a en France. Ça ne prend pas beaucoup, en fait. Se confronter à son agresseur. Oui, on a essayé, on essaye. Il y a quelques expérimentations. Je m'y suis intéressée aussi depuis une dizaine d'années. J'ai quand même l'impression que ça pêche, c'est un petit peu compliqué. Mais si on regarde du côté du Canada, juste restaurative, moyen mis, c'est-à-dire que la peine de prison, elle est à visée de réinsertion et elle est à visée de soins. Et 10% de taux de récidive. CQFD, il fallait le préciser. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre de ce sujet.